Bonjour Noël Mamère, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Noël, tu es écologiste, ancien député maire de Bègles. Tu viens de publier L'écologie pour sauver nos vies et c'est aux éditions Les Petits Matins. On va y revenir. Mais quand même, un mot d'abord. Emmanuel Macron vient de se doter d'un nouveau gouvernement, d'une nouvelle numéro 2 du gouvernement, Barbara Pompili, ex-Europe Écologie Les Verts, qui a rejoint La République En Marche en 2017. Elle sera chargée de la transition écologique. C'est elle, la Madame Écologie du gouvernement. Tu la connais bien, toi, d'ailleurs. Elle était, je crois, d'ailleurs, l'attachée parlementaire d'Yves Cochet quand tu étais toi-même député à l'Assemblée nationale. Tu lui fais confiance pour sauver nos vies, justement. Est-ce qu'elle peut réussir là où Nicolas Hulot a échoué? Je fais confiance à Barbara Pompili, évidemment, en tant que personne. Elle a été mon attachée de presse pendant la campagne des présidentielles des Verts de 2002. C'est une écologiste sincère, je crois, mais je n'ai aucun espoir de voir une vraie transformation écologique de notre pays parce que, comme Nicolas Hulot l'a démontré, et sa personnalité était quand même très forte, un écologiste tout seul dans un gouvernement qui ne l'est pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc Barbara Pompili n'arrivera pas plus et pas mieux que Nicolas Hulot et tous ceux qui l'ont précédé. S'il n'y a pas une volonté du gouvernement au moment où on va être confronté à une crise économique et sociale sans précédent et où il faudra injecter beaucoup d'investissements dans tout ce qui peut contribuer à la cohésion sociale et à la transition écologique, on ne peut pas imaginer que ce gouvernement, vu ce qu'il dit aujourd'hui, puisse arriver à faire ça. Le fait qu'Emmanuel Macron ait annoncé qu'il allait retenir 346 des 350 propositions de la Convention nationale, la Convention citoyenne nationale pour le climat, c'est pas un premier signal envoyé justement aux écologistes Oui. et à l'envie de faire en matière écologique? Je dirais que Emmanuel Macron, c'est un avion renifleur, c'est-à-dire qu'il respire, il sent tout ce qui se passe dans la société, il essaie de le récupérer, mais ça reste au niveau du discours. Je dirais que la reprise de 146 dispositions sur les 149 de la Convention citoyenne pour le climat par Emmanuel Macron, c'est de l'annonce d'annonce, et il n'y a rien de précis. Par exemple, lorsqu'il parle de l'isolation thermique des bâtiments, il ne fixe aucun budget. Et la Convention citoyenne pour le climat avait même imposé un certain nombre d'obligations. Et tout ce qui est contraignant, ça n'a pas été repris par Emmanuel Macron. Et son ministre de l'économie, qui vient d'être reconduit, Monsieur Le Maire, a déjà reculé sur la question des publicités, par exemple. Donc voilà, et on voit bien que pendant les travaux, la vente continue, si je puis dire. C'est-à-dire que derrière l'écran de fumée du président de la République, nous faisant croire qu'il s'est converti la main sur le cœur à la transition écologique, on voit bien que le libéralisme et ses dégâts continuent et que certains nombres de grands projets ne sont pas abandonnés. Tu qualifies ce nouveau gouvernement de Jean Castex? On a eu Édouard Philippe, la droite dite sociale. Aujourd'hui, on a la droite dans la continuité, peut-être plus sarkozyste. Comment tu la qualifies? Alors, je ferai deux constats. Le premier, inspiré du Guépard, tout changer surtout pour ne rien changer, parce que c'est exactement la même chose. Et c'est la confirmation, après ce que nous avons connu pendant la campagne des municipales, que le macronisme, c'est la droite. Souvenons-nous quand même de ces alliances contre nature. Je pense à celle de Collomb et à d'autres, où la République En Marche s'est associée à la droite, y compris la droite la plus conservatrice, pour barrer la route à l'écologie, comme si les écologistes étaient devenus la principale menace sur la France. Je rappelle quand même que ce n'est pas des chars qui seraient arrivés sur les Champs-Élysées si les écologistes avaient accès au pouvoir, seulement des vélos, c'est quand même beaucoup moins dangereux. Allez, un dernier mot sur sur ce renouvellement, sur ce remaniement. Il y a aussi les nominations surprenantes de Roselyne Bachelot et d'Éric Dupond-Moretti. Les grandes gueules du gouvernement, nous dit-on. Bachelot s'était reconvertie journaliste animatrice sur LCI. Dupond-Moretti était attendu sur Europe 1 à la rentrée. Comment ça te fait réagir, toi, l'ancien journaliste? Oui, ça me fait marrer. J'ai l'impression qu'il y a marqué vu à la télé. Donc, Ça. quand on vous voit à la télé ou on vous entend à la radio, il faut être chroniqueur pour devenir ministre. Alors, je n'ai rien contre Roselyne Bachelot, pour laquelle j'ai du respect. J'ai été député en même temps qu'elle pendant un certain nombre d'années. J'ai du respect aussi pour Éric Dupond-Moretti, mais tout ça ressemble quand même à ce que Debord, en son temps, appelait la société du spectacle. Allez, revenons sur la question écologique et sur ce livre que tu publies, L'écologie pour sauver nos vies aux éditions Les Petits Matins. Tu réhabilites dans ton livre les visionnaires, ce que tu appelles les visionnaires, parmi lesquels quelqu'un qui, je crois, a beaucoup compté pour toi. Je me souviens d'ailleurs d'un portrait dans ton bureau lorsque tu étais maire à Bègles. C'est Jacques Ellul.
En 1935, il écrivait avec Charbonneau Directive pour une révolution personnaliste qui sonne l'avènement d'une société de contrôle. Et selon toi, cette société de contrôle, elle est présente, c'est maintenant? Bien, Bernard Charbonneau et Jacques Ellul font partie de ces visionnaires. D'abord, ce sont deux hommes qui ont eu un parcours commun et qui se sont toujours beaucoup nourris l'un de l'autre. Ellul a été très connu aux États-Unis, bien avant la France. Après son livre La technique ou l'enjeu du siècle, écrit en 1954, il avait rencontré Aldous Huxley qui avait traduit son livre, et donc Ellul est connu dans les universités américaines depuis les années 50. Quant à Bernard Charbonneau, il restait très isolé, c'était un homme qui ne passait aucun compromis, et il a beaucoup souffert d'ailleurs de cet isolement, alors que sa pensée est aujourd'hui d'une brûlante actualité. J'ai d'ailleurs publié dans mon livre 2 de ses lettres qu'il m'avait écrites, dans lesquelles on sentait d'une manière poignante ce sentiment d'isolement très douloureusement vécu. Mais ces deux hommes, en effet, avec leur directive pour un manifeste personnaliste écrit en 1935, sont en fait les deux premiers penseurs de l'écologie qui ont apporté une vision non marxiste, une conception non marxiste de la société, et qui l'ont envisagée uniquement sous l'angle de la liberté. Ce qui est intéressant chez Charbonneau et Ellul, c'est que leur pensée, qui est une pensée que l'on peut considérer comme fondatrice de l'écologie dans notre pays, c'est d'abord une pensée sur la liberté et nos libertés. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu les mettre en avant, parce que on a trop souvent tendance à cantonner les écologistes dans les questions environnementales, mais l'écologie, elle interroge d'abord nos libertés. C'est une pensée fondée sur l'autonomie et la liberté. Je pense qu'il y a encore un problème, il se joue encore un problème de crédibilité de la question écolo. Il y a tout un paragraphe dans ton livre où tu parles justement de l'écologie, où tu dresses des portraits robots, je pense à l'imposteur, le négationniste, le BCBG, le simplificateur. L'écologie est encore trop caricaturée pour toi dans les médias? Oui, bien sûr, elle est très caricaturée. Si je prends par exemple le cas de ce qu'on appelle l'effondrement et la collapsologie. Bon, j'en parle dans le bouquin d'ailleurs, Pablo Servigne qui a écrit un très bon livre qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, qui a eu un succès considérable et qui a diffusé cette idée d'un possible effondrement, dont on a vu un avant-goût dans l'épisode du Covid-19. Il a été transformé en gourou, au point qu'il en a eu assez, et il a eu raison. Et il a été aussitôt remplacé dans les médias par Yves Cochet, pour lequel j'ai beaucoup de respect aussi. Il a été fondateur des Verts, mais qui, lui, présente une vision, on va dire, assez caricaturale et survivaliste de l'effondrement et de la collapsologie. Or, la pensée de Pablo Servigne et la collapsologie, c'est une pensée beaucoup plus complexe que les médias veulent bien le dire. D'ailleurs, Servigne, avec un de ses co-auteurs, a écrit un autre livre très intéressant qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, qui explique que, contrairement à ce qu'on nous a raconté pendant longtemps, l'homme n'a pas un ADN de la compétition et de la concurrence, mais plutôt de l'entraide et de la solidarité. Il rend d'ailleurs, dans ce livre, il rend hommage à Élisée Reclus, dont je parle beaucoup dans ce livre, et qu'on est en train de redécouvrir. Et ce bouquin, en fait, il m'a été inspiré par un constat dans les médias, c'est-à-dire que l'écologie est devenue une idée neuve pour beaucoup. Elle est devenue le paradigme politique du 21e siècle. Mais on a l'impression que les journalistes l'ont découvert hier soir. Donc j'ai essayé d'expliquer dans ce livre que si si l'écologie est perçue comme une idée neuve, c'est quand même une idée qui vient de loin. Tu dis aussi dans ton livre que tous les espoirs ne sont pas perdus, même si on viendra après, tu parles de ce jour d'après où tu es un peu plus pessimiste, mais tu parles de ces rebelles dans ton livre, ceux de la génération climat, des marches pour le climat. On a le sentiment que cette génération se mobilise, renouvelle aussi les pratiques militantes, mais déserte les urnes. C'est quand même un Oui. problème, ça, non? Oui, ils n'ont plus le goût des urnes, mais ils ont toujours le goût des autres, ce qui est quand même essentiel. Donc c'est à nous, écologistes, et à toutes les forces de gauche qui se reconnaissent dans les questions que pose l'écologie aujourd'hui, et on voit qu'il y a quand même une première étape qui vient d'être franchie avec quelques victoires aux élections municipales, c'est à nous de formaliser politiquement cette exigence. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que cette génération qui fait grève le vendredi pour le climat, qui marche pour le climat, on l'a aussi retrouvé le 2 juin devant le palais de justice à l'appel du collectif Adama. Et en fait, est en train de se réaliser une jonction très intéressante et très significative entre la justice pour le climat
et la justice pour tous. Et on en revient à ce que je disais de l'écologie, qui est en effet une philosophie qui est d'abord centrée sur la question de l'éthique, du droit et des libertés. Et donc cette génération-là, je suis sûr qu'elle n'adhérera pas à Europe Écologie Les Verts, ni à LFI, ni à quelque autre parti que ce soit. Et ce n'est pas le problème. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ça doit nous obliger, nous, à une sorte de révolution copernicienne dans nos fonctionnements. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que, par exemple, à Bordeaux, où Pierre Urmic l'a emporté avec d'autres forces de gauche, il y avait 50% de personnes venues, de candidats venus de la société civile. À Toulouse, où nous avons perdu, mais où nous avons fait un très bon score, il y avait une bonne partie des candidats qui avaient été tirés au sort. Et ça, j'allais dire, cette introduction massive de la société civile et des citoyens dans la politique a finalement contribué à déborder les enjeux partisans, les arrangements entre partis. Le succès de Marseille s'explique aussi comme ça. Et donc, je pense que les partis doivent tenir compte de cette nouvelle donne, de ces nouveaux paramètres, et ne plus rechercher désespérément des accords entre appareils. Ça veut dire qu'une des leçons de ces municipales et de la méthode utilisée par les écologistes doit être, quand tu dis ça doit être une des leçons à retenir, c'est que dans la perspective, par exemple, de la présidentielle, ça doit être un élément important de la décision de celui ou celle qui sera le candidat. Oui, alors le problème de la présidentielle, c'est qu'il y a forcément une personnalisation et une incarnation. Et moi, je recommande à mes amis, qu'ils soient d'Europe Écologie Les Verts, ma famille politique, ou des autres partis, c'est de ne pas s'obséder sur les présidentielles, c'est de tirer en effet les leçons de ce qui s'est passé au municipal et de comprendre que c'est dans cette co-construction qu'on arrivera à proposer une alternative de transformation écologique au pays. Mais le constat, alors qui, à mon avis, celui-là absolument évident, c'est le fait que la gauche ne se reconstruira qu'autour des questions écologiques. Ça, c'est une évidence. Donc, ça veut dire que les écologistes doivent savoir qui sont leurs adversaires et où sont leurs adversaires, et il y en a, et avec quels partenaires ils doivent reconstruire politiquement et transformer la société. Et dire, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, que l'écologie, ça ne rassemble pas aujourd'hui. L'écologie, ça divise. Parce qu'il y a dans notre pays des forces antagonistes, c'est normal, on est dans une démocratie, qui peuvent s'exprimer et qui ne manquent pas de le faire. Comme par exemple Roux de Bézieux, au nom du MEDEF, pendant le confinement, où il demandait qu'on baisse les normes environnementales. Et toutes ces forces qu'on voit se réveiller au moment où on sait que l'écologie devrait entrer de manière plus forte dans les politiques publiques. Et je suis très réticent à l'idée que Macron puisse le faire parce que je pense qu'il a des comptes à rendre à ceux qui lui ont permis d'accéder au pouvoir et que, en fait, c'est un libéral qui croit à une certaine conception de la croissance, mais on va être montré du doigt. On va être montré du doigt parce qu'on va nous dire qu'on est des adeptes de la décroissance. Mais la décroissance, elle est déjà là dans bien des domaines. Mais nous sommes, par exemple, pour la croissance de l'emploi dans des secteurs, dans le domaine de l'écologie. Nous sommes pour la croissance de l'efficacité énergétique, nous sommes pour la croissance de la solidarité. Et on va nous attendre au tournant, à l'automne, lorsque la bombe à retardement du Covid produira ses effets en termes économiques et en termes d'emploi. Et c'est là que nous devrons montrer avec les maires qui aujourd'hui dirigent les grandes villes, que nous devrons monter notre différence et notre capacité à gérer des crises économiques et sociales avec les réponses de l'écologie, mais pas simplement de l'écologie, avec celle de l'écologie et de nos partenaires de la gauche. Encore un mot sur ces municipales. Est-ce que d'après toi, les écologistes, Europe Écologie Les Verts, les collectifs citoyens qui se sont constitués parfois autour d'Europe Écologie Les Verts ont fait la démonstration du leadership à gauche et que donc ça pourrait valoir aux Europe Écologie Les Verts d'être justement le chef de file, ou en tout cas que le candidat à l'élection passe je autour. pense que ça ne peut pas se résumer à une bataille de chefs. L'évidence, c'est que toutes les forces de gauche qui se sont associées avec nous pendant les municipales ont placé en tête de leur
discours de leur, de leur modèle, l'écologie et le social. Donc ça veut dire que ce qui était considéré comme secondaire euh, est devenu principal et principiel. Donc oui, euh, les écologistes aujourd'hui n'ont pas à chercher à être les chefs, mais à être les moteurs d'un rassemblement, d'une gauche écologisée et d'une société mobilisée, comme par exemple celle dont nous parlions avec ces jeunes qui ne s'inscriront dans aucun parti. C'est ça notre objectif, c'est ça notre rôle. Nous avons d'ailleurs aujourd'hui une responsabilité historique. Jamais nous n'avons été devant, d'abord jamais nous n'avons été la première force de la gauche dans ce pays, ce qui est aujourd'hui le cas. Jamais l'écologie n'a été prise en compte de manière aussi massive par l'opinion. Jamais la demande n'a été aussi grande. Jamais la menace du dérèglement climatique ne s'est fait sentir avec autant de force et de violence. Donc, ça veut dire que nous, maintenant, nous avons cette responsabilité de ne pas transformer, d'une certaine manière, l'or politique qui est entre nos mains en plomb. Ça veut dire que quand même l'objectif d'ici 2022, pardon pour cette obsession présidentielle, mais c'est quand même aussi ce qui permet d'obtenir un, allez, je ne sais pas si c'est un espoir, mais pour ceux qui veulent le changement, voir l'espoir aboutir en 2022, c'est quoi l'objectif? C'est quand même une candidature unique de la gauche et des écologistes en 2022? Ah, je pense qu'il n'y aura pas d'espoir pour la gauche s'il n'y a pas de candidature unique de la gauche en 2022. Donc, il faut que chacun sache ceci résoudre, y compris Jean-Luc Mélenchon qui parle d'intransigeance et d'idées. Je crois qu'il faut regarder le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il est et la France telle qu'elle est, c'est pas celle que veut nous présenter Macron. C'est une France dans laquelle il y a une droite et une gauche. Une droite de plus en plus conservatrice, de plus en plus tentée par des alliances avec le Rassemblement national, et une gauche qui est en train de se réveiller, en tout cas une gauche qui est en train, grâce à la découverte de ce que peut apporter l'écologie, est en train de se réenchanter d'une certaine manière. Mais c'est vrai que Macron, il s'est engouffré dans l'impensé politique de la droite et de la gauche, et que la gauche aujourd'hui, elle est en piteux état. Alors là, l'écologie n'est pas là pour servir de sauveteur, mais elle est là pour servir de réanimateur, si je puis dire, et de facteur d'espérance, oui, et d'espoir. Et pourtant, on a le sentiment, effectivement, tu venais de citer Jean-Luc Mélenchon qui parle d'intransigeance sur les idées, qu'il y a quand même deux gauches qui sont en train de se dessiner. Celle de Jean-Luc Mélenchon qui refuse l'idée d'alliance avec les partis politiques existants et plutôt faire émerger un mouvement citoyen. Et puis, de l'autre côté, des socialistes, des communistes et même des écologistes comme Yannick Jadot qui en appellent plutôt justement un rassemblement autour des écologistes. Ça veut dire que la gauche rassemble. Oui, alors, je répondrai à Jean-Luc Mélenchon qu'en matière de citoyens, enfin de politique citoyenne, c'est quand même un gros échec pour la France insoumise. Il présentait des listes citoyennes qui étaient en effet que des espèces de faux-nez de la France insoumise. Non, les vraies listes citoyennes, c'est celles qui ont été conduites par les écologistes, qu'il s'agisse de Marseille, de Lyon, de Bordeaux, de Strasbourg. Et c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Donc, il n'y aura d'ailleurs de possibilité de gagner en 2022, comme je l'ai dit et je le répète encore, que si nous sommes capables de mobiliser toute cette frange qui ne se reconnaît ni dans LFI, ni dans le Parti communiste, ni dans Place Publique, ni dans Europe Écologie Les Verts, mais qui se reconnaît dans un projet de société où l'écologie est centrale. Voilà, c'est ça l'enjeu. Est-ce que tu et où évidemment, pardonne-moi, et où évidemment les questions d'égalité de droit, les questions de protection de nos libertés, les questions de solidarité, les questions de redistribution sont centrales. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle c'est complètement dépassé de dire que l'écologie serait ni de droite ni de gauche. Non, les valeurs qu'elle porte sont les valeurs portées par la gauche depuis plus d'un siècle, mais pas la gauche productiviste, pas la gauche du progrès non contrôlé, pas la gauche anti-européenne, pas la gauche souverainiste. Ça, non. Est-ce que tu redoutes ou est-ce qu'il n'y a pas un risque, avec les résultats que l'on sait des écologistes municipales, d'opposer l'écologie des classes aisées, celle des centres urbains, à celle des quartiers périphériques, des banlieues ou des quartiers populaires? C'est encore là, encore une fois, un faux procès, parce qu'on voit que les observateurs
politiques nous regardent encore avec les yeux du XXe siècle. Ils n'ont pas compris que l'écologie allait entrer partout. Moi, j'avais écrit en 2000 un livre qui s'appelait Ma République, dans lequel j'essayais de définir le concept d'écologie populaire, qui est devenu aujourd'hui quasiment un lieu commun. Mais il faut que les observateurs regardent nos résultats. On a gagné à Colombes, on a gagné à Bègles, qui était une ville communiste pendant 30 ans. On a gagné dans des petites villes et on n'a pas fait moins de 10 à 11% dans des villes, y compris dans des villes de moins de 9000 habitants. Donc l'enracinement territorial, il est à l'œuvre et les écologistes ne sont pas les représentants de la seule classe éduquée et des grandes villes. Si je prends une grande ville et si je prends le succès de Pierre Urmic, c'est très intéressant. Pierre Urmic, il a gagné 8000 voix entre le premier et le deuxième tour. C'est une remontada absolument extraordinaire. Et il me l'a expliqué comment il a gagné, à son grand étonnement. Il a eu des positions très tranchées sur le club de foot des Girondins et sur la question du foot, du fric et du foot business. Il a participé à une grande manifestation organisée par ce qu'on appelle à Bordeaux les ultramarines, c'est-à-dire les populaires, ceux qui sont dans les virages et qui sont fanas de football, mais qui ne supportent plus le foot business. Et donc, c'est eux qui ont fait la différence. Et donc, Pierre Urmic, il est entré dans des classes populaires, il a fait entrer l'écologie dans des quartiers populaires et dans des catégories dont on pensait qu'elles y étaient totalement étrangères. Et c'est peut-être pas la porte la plus honorable, mais c'est une porte qui va nous permettre de montrer à ceux qui sont les plus vulnérables que l'écologie est sans doute aujourd'hui l'outil de lutte contre les inégalités sociales, parce qu'on le voit bien, ce sont les victimes d'injustice sociale qui sont les premières victimes d'injustice environnementale. J'ai une dernière question, Noël. Tu parles dans ton livre du jour d'après et tu dis à propos des analyses qu'on peut lire nombreuses sur ce jour d'après, je te cite, qu'elles ne sont peut-être qu'une variante du déni de ce qui nous attend. Juste avant de dire cette phrase, tu dis que le catastrophisme est derrière nous puisqu'il est déjà là. Est-ce que ça veut dire qu'il est trop tard pour sauver la planète? Je ne sais pas s'il est trop tard, mais je sais que la catastrophe, elle est déjà là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un des grands auteurs auxquels nous nous référons souvent, qui s'appelle Jean-Pierre Dupuy, qui a écrit un livre majeur qui s'appelle Le catastrophisme éclairé, qui regarde ce que sont les prophètes de malheur. Un prophète de malheur, en général, il est là pour annoncer ce qui pourrait arriver si nous ne nous mobilisons pas. Donc, un prophète de malheur, en général, il perd toujours. C'est normal, puisqu'il annonce la catastrophe et on se bat pour l'éviter, pour la conjurer. Mais la catastrophe, elle est déjà là. Donc, l'idée, c'est de dire comment… Tu as l'air de dire que les intellectuels, ceux qui pensent ce monde d'après, sont dans le déni. D'une certaine manière, oui, c'est le déni, parce qu'on a le sentiment qu'ils inventent un monde irénique pour mieux ignorer celui dans lequel nous sommes. Donc, la réalité, c'est que si nous continuons sur ce même modèle, c'est sûr que nous irons dans le mur. Ce ne sont pas des philosophes, ce ne sont pas des sociologues, ce ne sont pas des anthropologues seuls qui le disent, ce sont les scientifiques du GIEC qui, dans les rapports, sont de plus en plus alarmistes. Donc ça veut dire que si nous ne mettons pas maintenant, parce que c'est une course contre la montre, si nous ne mettons pas en place maintenant des outils de freinage de ce qui est à l'œuvre, c'est-à-dire le dérèglement climatique et ses effets environnementaux, sociaux et humains, l'espèce humaine aura des soucis à se faire pour continuer à vivre dans des conditions décentes sur cette planète. Voilà, et donc je pense que l'une des grandes nouvelles et des bonnes nouvelles de ce début de siècle, c'est que nous sommes en train de comprendre que vivre encore sur ce modèle des Lumières selon lequel l'homme serait maître et possesseur de la nature, c'est fini. Il faut qu'on s'inspire des peuples premiers, des Amérindiens, comme le dit Philippe Descola, que l'on apprenne à vivre avec les autres qu'humains et que l'on sache que nous sommes dans un monde des vivants et non pas dans la nature, dans un monde des vivants, et que nous ne sommes qu'un vivant parmi d'autres vivants et que nous sommes très dépendants d'eux. Si nous arrivons à comprendre ça, il est possible que nous puissions, il est possible que nous en sortions. Mais je ne suis pas fataliste. Toutes les tragédies grecques ont montré que l'homme n'était pas suicidaire et était capable de se sortir de situations extrêmement compliquées. Sauf que là, comme nous avons des moyens techniques absolument considérables entre nos mains, ils peuvent être à la fois
ils peuvent être les outils de notre destruction. Si nous n'arrivons pas à prendre la distance vis-à-vis de ces outils, nous serons, je crois, dans une très grande difficulté. Merci beaucoup, Noël. C'est moi qui te remercie. À bientôt. À bientôt.